Salut Samuel, Salut Pablo. merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Samuel, tu es comédien, tu es membre du Conseil national de la Nouvelle Résistance et tu es aussi animateur de la coordination des intermittents et des précaires. Alors si on t'a invité, c'est parce que tu as lancé une idée. Alors, je ne sais pas si vraiment on doit t'en donner la paternité, mais à vrai dire, peu importe, dans une lettre ouverte dans l'humanité, d'un référé liberté contre la décision du gouvernement de garder fermés les théâtres, les cinémas et les musées pendant encore au moins 3 semaines. Tu as interpellé dans cette lettre ouverte les directeurs de salles et d'institutions culturelles. Alors du coup, ça a pris, parce que c'était il y a quelques jours cette lettre. Est-ce qu'ils vont le faire, ces directeurs? Ils vont demander au Conseil d'État de statuer sur cette fermeture? Oui, alors bon, sur les faits, la paternité, c'est pas très grave, mais c'est une évidence. Enfin, j'ai lancé la lettre quelques heures avant même que Castex l'annonce, puisqu'on savait qu'il allait l'annoncer. Après que les gens comme Charles Berling, Toretton reprennent l'idée et tout ça, moi ça me va, il n'y a pas de problème, j'ai pas de copyright sur l'idée. Et en fait, ce qui m'a fait réagir, ça fait 15 jours que j'ai envie de réagir. Dès que j'ai vu que avec les commerces, les églises étaient réouvertes. Je n'ai absolument rien contre les églises, je tiens à le préciser, absolument rien. Mais au moment où quand même, au niveau symbolique, où la veille, c'est-à-dire le mercredi, Castex, se servant bien de la peur des attentats, de l'islamisme radical, avance son projet assez monstrueux de loi sur le séparatisme, et que lors de ces attendus, il ne cessait de prononcer le mot laïcité, toutes les phrases. Bien. Et de voir que symboliquement, le lendemain, de manière très claire, Castex donc interdit les rassemblements laïques tout en autorisant les rassemblements religieux, hein, le symbole était quand même fort, était quand même très très fort. Parce qu'effectivement, euh, en tout point, nous pouvons comparer une église, un rassemblement religieux et un rassemblement laïque, que ce soit au cinéma ou au théâtre. Hein. En tout point, il y a séparation, il y a des masques, on est assis, on regarde dans le même sens. Donc, ce qui est intéressant d'interpeller le Conseil d'État Un à ce mec niveau-là, c'est que, qui dit une fiction, qui raconte une fiction. absolument, ce qui est intéressant d'interpeller le Conseil d'État sur cette chose-là, c'est en fait de se demander en quoi Brad Pitt serait plus dangereux qu'un prêtre. En quoi, effectivement, ce que je dis dans le texte, en quoi assister au récit de la naissance d'un homme nommé Jésus, comme il va y avoir à Noël, avec des églises très remplies, en quoi est-ce que ce n'est pas dangereux, alors que assister au récit d'un homme nommé Tartuffe, c'est dangereux. Donc, ce point-là, je pense, est très intéressant parce qu'on voit bien l'absurdité de la chose. Hein. Là, je viens d'avoir quelqu'un au téléphone qui est à Rennes et qui demain va proposer un spectacle dans une église. Mais c'est une église désaffectée qui sert maintenant de lieu de spectacle. Mais c'est une église. Et parce que c'est un spectacle, donc il va accueillir des professionnels, des journalistes et quelques professionnels. Et il va faire son spectacle, bien sûr en ayant tous les rangs vides puisqu'il ne peut pas accueillir de spectateurs. Et demain, donc, il va interroger logiquement les professionnels en disant, vous voyez, je ne suis pas prêtre, donc ce n'est pas une messe, donc je n'ai pas le droit des spectateurs. Et si j'étais prêtre, évidemment, j'aurais le droit des spectateurs, hein, dans un même lieu qu'une église. Donc on a le droit à une chose qui est totalement aberrante. Et au Conseil d'État, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Conseil d'État, souvent, comparaison vaut raison. C'est-à-dire que euh, l'équité est un principe qui est souvent très retenu au Conseil d'État. Et donc, c'est ça qui m'a donné l'idée parce que on ne peut pas comparer au niveau sanitaire un lieu de spectacle et un commerce, même si, effectivement, il suffit d'aller aux Galeries Lafayette ou au Forum des Halles pour s'apercevoir à quel point les gens sont entassés. Et à mon avis, au niveau Covid compatible, on n'y est pas du tout, du tout, du tout. Mais on pourra nous rétorquer que dans ce cas-là, on bouge, et puis ce n'est pas la même chose. Alors que, je le répète, entre une église et un lieu de spectacle, il n'y a qu'une chose qui diffère, c'est la source. Il n'y a qu'une chose qui diffère. Alors, tu mets l'accent, là, tu l'as dit plusieurs fois, tu mets l'accent sur l'absurdité de cette décision.
Est-ce que tu crois vraiment que c'est absurde de la part du gouvernement, qu'il n'y a pas de raison, enfin de raisonnement apparent en fait, qui permet de justifier cette décision pour le gouvernement? Ou est-ce que, ce que je lisais, en fait, c'est une publication de Jeanne Balibar qui se demandait sur Instagram si c'était pas une entreprise de destruction systématique de la France des Lumières dont le gouvernement viole la signification dans tous les domaines, que le fait de continuer de fermer les salles de spectacle. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas une arrière-pensée? Est-ce que dire oui, en fait, c'est juste ballot, à chaque fois, ils oublient le théâtre, est-ce que c'est suffisant, en fait, pour justifier ce que fait le gouvernement? Euh, je, 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 je n'aurai pas de réponse totalement affirmative là-dessus. Je ne suis pas du tout en désaccord avec Jeanne sur ce point-là. Je ne sais pas si c'est aussi volontaire que ça, peut-être, peut-être. Je ne le sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous sommes des lieux de contestation. Ça, c'est sûr. Et que après, je pense que ce qui est certain aussi, c'est que ils doivent se dire, bon, on va faire des choix et dans ces choix-là, c'est un moindre mal. Il faut préserver le commerce. Hein. Ce qui est important, c'est que le commerce marche avant Noël et que ça, c'est pas un commerce essentiel. Ce qui est sûr, c'est que ça démontre en tout cas la volonté de défendre une société qui est une société mercantile, une société, ça c'est sûr et certain. Car le choix, comme le dit très bien Nicolas Bouchot dans l'Humanité d'hier, le choix est politique. Hein. C'est le titre d'ailleurs de l'interview de Nicolas Bouchot, qui est donc un comédien de théâtre, un grand comédien de théâtre, et qui dit interdire les théâtres, ce n'est pas un choix sanitaire, c'est un choix politique. Ça, c'est sûr, c'est un choix politique. Car au niveau sanitaire, tous les professeurs en médecine ne cessent de répéter qu'une salle de cinéma, une salle de théâtre, ce ne sont pas des lieux de cluster. Donc, ils l'ont tous répété. Donc, au niveau sanitaire, on peut écarter la piste sanitaire. C'est évident. Alors maintenant, comment les arbitrages sont faits? Est-ce que les arbitrages sont aussi cyniques et aussi volontaires que ce que le raconte Jeanne? C'est possible. Moi, j'ai tendance à être un peu plus optimiste ou peut-être un peu plus naïf. Je pense que c'est peut-être plus simple que ça, à savoir qu'on a délibérément choisi l'arbitrage marchand en se disant que déjà, au niveau de l'arbitrage marchand, au niveau des commerces ouverts, ça allait déjà créer quand même énormément de clusters. Je pense qu'il va y avoir une reprise d'activité du virus après toutes ces folies de période de Noël, et donc ça ne sert à rien d'en rajouter. En fait, je pense que c'est plus ça qui a été décidé, mais le fait de faire allégeance à l'Église et de ne pas faire allégeance au lieu de culture, c'est quand même un symbole très puissant pour un gouvernement qui est soi-disant l'héritage du siècle des Lumières, j'espère qu'ils le sont, et en tout cas qu'ils le revendiquent comme tel, encore une fois, pour faire passer une loi sur le séparatisme. Or là, ils ne font pas preuve du tout de séparatisme, mais ils font preuve d'alliance avec le religieux et de séparatisme, en tout cas, avec le théâtre et le cinéma et avec la laïcité. En tout cas, là, ils prouvent à quel point ce sont des anti-laïcs, en tout cas, par cette disposition. Alors aujourd'hui, à midi, il y a un appel à rassemblement en place de la Bastille à Paris pour dénoncer les atteintes répétées à la culture, mais aussi à toutes nos libertés par ce gouvernement. Pour l'instant, on voit beaucoup se mobiliser pour la culture des acteurs et des actrices du monde de la culture. Mais est-ce que tu penses que ça peut dépasser ça? Est-ce que tu penses que globalement, les gens… en fait, on a l'impression que globalement, les gens voilà, veulent pas qu'on laisse tomber le secteur de la culture. Mais en vérité, si le gouvernement les laisse tomber, personne ne va descendre dans la rue pour dire que c'est un vrai problème, à part les acteurs et les actrices du monde de la culture. C'est d'ailleurs le cas dans beaucoup de secteurs. Comment on dépasse ça? Comment est-ce qu'on réveille les gens sur le fait que c'est hyper important la culture? Et tu sais, je pense qu'il faut dépasser ça de tous les côtés. Parce que la culture, c'est hyper important. Mais je dirais, moi, homme de culture, je ne prétends pas que c'est le plus important.
J'ai beaucoup de mal sur cette question d'essentiel et de pas essentiel, hein. Tout le monde est essentiel. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ceux qui me disent oui, j'ai vu un film de cinéma, ça a changé ma vie, je pourrais leur répondre. Il y a des gens qui me disent j'ai eu tel professeur, ça a changé ma vie, et d'autres qui me disent j'ai discuté avec un voisin il y a 25 ans et cette conversation-là a changé ma vie. Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de l'essentialité, on pourrait discuter pendant des heures. Je pense qu'effectivement, de toute façon, il n'y a pas assez de solidarité en général. Nous ne pouvons pas reprocher aux autres de ne pas être solidaires quand nous-mêmes, nous le sommes si peu avec nos semblables. Je ne parle pas de moi puisque j'essaye de l'être, mais je reviens sur mon obsession qui est l'assurance chômage et qui est l'année blanche que les intermittents du spectacle seuls ont obtenue. Je trouve que les intermittents du spectacle sont un peu vite rentrés chez eux avec cette victoire de l'année blanche, en oubliant un peu que d'autres intermittents de l'emploi qui ont exactement la même discontinuité que nous, à savoir les mêmes pratiques d'emploi que nous, n'ont pas bénéficié de l'année blanche, hein. Tous les extras de la restauration, de l'hôtellerie, de l'événementiel, qui eux aussi d'ailleurs certains travaillent dans les milieux culturels, n'ont ni salaire, ni chômage partiel, ni assurance chômage. Ils ont basculé au RSA. Nous savons, nous, gens de spectacle, à quel point l'assurance chômage est essentielle dans nos vies. Elle constitue une partie importante de nos revenus en complément de nos salaires. Nous pouvons intimement comprendre à quel point il est essentiel de défendre cela pour ceux qui ne l'ont pas obtenu. Je regrette que peu d'entre nous aient défendu ça. Voilà, c'est un exemple. C'est un exemple. Il y a aussi, moi, il y a un truc qui me choque en fait quand j'entends les arguments de ceux qui voudraient que les salles de spectacle réouvrent, c'est que sont souvent accolés les mots de culture et de loisirs dans la même phrase en fait pour déplorer qu'on serait cantonné à métro, boulot, dodo. Pour toi, c'est pareil, la culture et le loisir, tu mets ça au même niveau? Évidemment que je ne mets pas ça au même niveau, mais comment dire? En fait, c'est une notion, ce sont des notions très intimes. Il y a effectivement tout un tas de spectateurs, je comprends, qui placent la culture comme du loisir. Et encore faudrait-il faire la différence entre art et culture. Voilà. Parce que Disneyland, c'est de la culture. Mais McDonald's aussi, c'est de la culture. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, il y a une différence entre art et culture. Voilà. Alors évidemment, une grande œuvre d'art, je place pas l'œuvre d'art au niveau de ce qu'on peut appeler un loisir de consommation courante. Voilà. Est-ce que les séries soap à la télé qui font partie de la culture, est-ce que c'est un loisir? Je pense que c'est un loisir. Après, est-ce que aller voir Hamlet au théâtre ou est-ce que aller écouter de l'opéra, c'est un loisir? Ça peut être un loisir aussi. Enfin, voilà, je suis peut-être pas très clair, mais Si, je, si, je ne parce, trouve parce pas. qu'en parce qu'en fait, moi, je trouve que ça, là, ce qui se passe avec ces deux confinements successifs, enfin pas successifs, mais ces deux confinements, c'est que on dit oui, la culture s'est arrêtée, mais en fait, non, pas vraiment. En fait, on peut toujours lire des livres, on peut d'ailleurs lire des livres numériques, on peut regarder des vidéos sur Internet, on peut regarder une foultitude de films. Enfin, on a encore accès à énormément d'œuvres de l'esprit en fait, pour nous nourrir. En fait, ce qui s'est arrêté, c'est juste le cinéma dans des salles de cinéma, des œuvres d'art dans les musées et des spectacles de théâtre et de danse dans des théâtres. Est-ce que ça, pour revenir à ce que tu disais sur l'essentiel, est-ce que c'est vraiment fou que d'imaginer, ou c'est vraiment impossible que d'imaginer qu'on pourrait faire une parenthèse de ces trois types d'activités, salle de cinéma, salle de théâtre et musée, on fait une parenthèse pendant un an où on les laisse fermer. Qu'est-ce qui va? Est-ce que cette assertion, elle est complètement folle, elle est complètement idiote? Je pense que, je pense que ce n'est pas idiot ni fou s'il y a nécessité. Mm. C'est toujours la même chose. Euh, S'il y a nécessité, si c'est vital et en même temps extrêmement dangereux pour la population d'être en présentiel, comme on le dit dans ces salles-là, effectivement,
je ne vois pas pourquoi est-ce que nos secteurs devraient échapper au droit commun, devraient échapper à la règle commune. Moi, je me situe plutôt là. Nous ne sommes pas, je ne me considère pas comme au-dessus d'une autre activité. Je pense que mon père a été assistant social toute sa vie. Il a sauvé des vies à sa manière. Et je pense que c'est tout aussi essentiel ou encore plus les gens qui doivent subir des opérations d'urgence, c'est tout aussi essentiel d'avoir des lits qui soient libres pour eux que d'avoir des lits entièrement occupés par le Covid parce que on a gardé des activités qu'au niveau sanitaire, on devrait arrêter. Ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas que l'art et la culture, aussi grands soient-ils, aussi importants soient-ils, je ne minimise pas évidemment l'importance de ce secteur, je ne pense pas qu'on soit au-dessus du lot. Je pense que c'est une erreur de communication que de faire croire que nous devrions exister malgré tout. Je suis absolument désolé, mais encore une fois, si les raisons sanitaires obligent la fermeture de ces lieux si objectivement, alors j'estime qu'il n'y a pas vraiment de discussion possible. En revanche, ce n'est pas du tout le cas là, puisque encore une fois, choix a été fait plutôt du rassemblement de masse et dans les magasins. C'est le choix politique qui a été fait. Donc, tout le monde s'accorde à dire qu'au niveau sanitaire, les grands magasins, les galeries marchandes ne sont absolument pas Covid compatibles. Donc, il y a un choix qui a été fait. Et à ce niveau-là, c'est ce choix-là que j'interroge. Que tu interroges et tu dis aussi dans ta tribune, dans ta lettre ouverte, que tu veux passer à l'action et non plus rester sur la défensive. Mais est-ce que justement un référé liberté, c'est pas aussi rester dans la défensive? Pour le dire autrement, est-ce que l'offensive, ce ne serait pas, par exemple, de la désobéissance civile, en se disant collectivement, on va ouvrir quand même, voilà, on est directeur de salle, directeur de musée, en respectant strictement les règles d'hygiène et de distanciation, de dire on va réouvrir les théâtres malgré ce que dit le gouvernement. Tu as absolument raison. C'est-à-dire que dans ma tête, quand je parle d'offensive, je parlais d'augmenter le rapport de force. C'est-à-dire que tous les jours, je reçois des pétitions sur non, il faut arrêter de faire ci, il faut arrêter de faire ça, honte à ce gouvernement. Et je dis simplement que mon expérience de 25 ans de lutte a montré que eh bien, les pétitions et les manifestations ne suffisent pas. C'est évident. Toutes les grandes victoires que les intermittents du spectacle ont remportées, ils les ont remportées suite à un très grand rapport de force obtenu par de la désobéissance civile. Et pas que de la grève, aussi des occupations illégales. Des occupations de plateaux de télévision, des occupations de plateaux radio et des occupations de théâtre, d'opéra, tout ce qui était en fait en direct. Et ça a mis beaucoup de pression. Et ça a fait que derrière, on a pu négocier. Donc, il est absolument évident, et c'est là où je dis qu'il faut passer à l'offensive. Et pour moi, l'offensive juridique, c'est une offensive, ce n'est pas défensif. On vient de gagner au Conseil d'État pour l'ensemble des chômeurs pour faire retoquer une partie de la Convention d'assurance chômage 2019. Ça, c'est offensif. Je rappellerai toujours qu'il y a eu des millions de personnes dans la rue contre la loi travail El Khomri. Il y a eu des pétitions, une pétition qui a été un record, je crois, au niveau du nombre de signatures. C'était hallucinant. Pourtant, la loi travail, non seulement elle n'est pas tombée, mais ensuite, quand Macron est arrivé, il l'a empiré. Bien. Donc, à un moment donné, ces réflexes défensifs ne suffisent pas. Et je suis absolument d'accord avec toi. Des actions de désobéissance civile devront être prises, devront être mises en place. Les actions de désobéissance civile devront être mises en place, car nous ne gagnerons pas si nous n'entrons pas en résistance. C'est une très grande évidence pour moi. J'ai une dernière question, Samuel. On sait que la question des arts et de la culture, ce n'est pas la plus centrale en politique, à droite d'ailleurs autant qu'à gauche, hélas. Pourquoi c'est le cas d'après toi? Mais pourquoi c'est si grave
Et tu l'as dit un peu toi-même tout à l'heure, tu l'as dit, oui, moi je ne mets pas la culture tout en haut de la pyramide des choses les plus importantes. Mais pour autant, est-ce qu'il faut vraiment la laisser tout en bas de la pyramide et globalement l'oublier le plus souvent, comme l'a fait Macron lors de sa première allocution? Oui, ce qui est très grave, ce qui est très grave, encore une fois, c'est l'arbitrage. C'est de penser que dans la tête de Macron, un marchand de cacahuètes, c'est plus important que un, on peut considérer ça comme un marchand, qu'un marchand de quelqu'un qui va vendre une projection de cinéma. Ça dénote une mentalité qui est pour le moins hallucinante. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne cessent de vanter l'exception culturelle française, de vanter la France, pays de la culture, de dire que la culture rapporte 5 fois, 6 fois plus que l'industrie automobile, etc., 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 de vanter le festival local, le festival d'Avignon, nanani, nanani, nanana, et Roselyne Bachelot de vanter l'excellence de l'opéra et tout ce qui va avec, bien. Donc ça, c'est le discours. Et d'un côté, au niveau des faits, de voir à quel point notre secteur est totalement méprisé et pour eux négligeable et même méprisable. Et ça, c'est hallucinant, effectivement, de penser que Castorama ou que Leroy Merlin ou que, enfin, les Boulevins, c'est plus important que une parole donnée de théâtre, donnée à un public. Voilà. Et tout ça, c'est un vrai questionnement. Mais comment, juste après on termine, mais comment on fait pour ne pas que la culture apparaisse comme un truc de bourge blanc? Parce que c'est un peu ça, enfin moi c'est ça la question sous-jacente, notamment à gauche, c'est ça auquel je suis confronté sans arrêt. Des gens qui me disent ah ben non mais la culture, ou bien c'est pas pour nous parce que ben voilà on n'est pas bourgeois et on n'est pas blanc et de toute façon la culture c'est que pour ces gens-là. Ou alors lorsque je m'adresse à des politiques, ah ben non mais je peux pas trop parler de culture parce que si je commence à citer je sais pas moi Philippe Ken ou je sais pas qui ou quelqu'un ou un artiste d'art contemporain, en gros si je cite quelqu'un d'autre que Victor Hugo, je vais apparaître comme un bourgeois snob et complètement hors sol. Je pense que la réponse, elle est. J'entends ce que tu dis, mais la réponse, je pense qu'elle est assez simple en fait. C'est de dire que sont interdits aussi, puisqu'on va dans les caricatures, les concerts de rap, et que ça, évidemment, aussi, ça fait partie des cultures, et que, en tout cas, le dernier concert de rap auquel j'ai assisté, on n'était pas beaucoup de blancs, hein. Donc, Alors, attends, pardon, la culture publique, parce que c'est un peu différent. Le concert de rap, il est rarement dans des structures publiques. Il est rarement abondé par de l'argent public. c'est vrai. Alors, c'est tout à fait vrai, mais là, ce serait un débat qu'on pourrait ouvrir pendant 1 heure ou 1 heure et demie, à savoir, et qu'un débat que, par exemple, David Bobet, directeur du CDN de Rouen, lance depuis des années. Lui, c'est son obsession, il a bien raison, à savoir l'ouverture des scènes, des tréteaux, des plateaux en France à tout ce qu'on appelle les minorités, que ce soit aux femmes, soit enfin, aux femmes comme metteurs en scène, parce que de fait, il y en a peu, ou il y en a moins, elles ont moins souvent le pouvoir, elles sont moins à la tête des théâtres, moins à la tête des directions, et puis surtout de rendre visible sur les plateaux tout un tas d'acteurs et d'actrices issus entre guillemets, des minorités. Et donc David Bobet fait un super boulot de ce côté-là. Et effectivement, il y a un immense déficit, immense déficit. Ben, il est grand temps que le théâtre public, que l'opéra, que les endroits de danse, de musique, hein, Que les musées. rendre la chose réellement populaire, aussi peut-être en accueillant des formes qui aussi plaisent à, qui plaisent à un public plus large. Et ce n'est pas du tout
faire du nivellement par le bas. Effectivement, je peux regretter parfois un certain élitisme, mais en même temps, ça, je reconnais que ces dernières années, ça a beaucoup bougé. Mais qu'il y a une image qui est donnée et qui est parfois fausse ou souvent fausse. J'en veux pour preuve les abonnements que parfois j'ai offerts à des gens qui ne vont jamais au théâtre et qui étaient étonnés en fait de voir ce qu'était le théâtre parce qu'en fait on leur avait dit ou on leur avait fait comprendre que c'était pas pour eux. Et en fait les choses sont souvent beaucoup plus simples quand les gens y accèdent et s'aperçoivent en fait qu'il y a plein de spectacles dans une scène nationale qui est vraiment pour eux. Il n'y a aucun problème. Simplement, l'image d'intellectuels blancs, comme tu dis, qui est collée à ces lieux, fait que les gens ont du mal à faire la démarche. Alors, je ne sais pas les efforts qu'il faudrait faire pour ouvrir vraiment largement ces théâtres à ces gens-là. Peut-être qu'il faudrait tout simplement revoir ce fameux chèque culture qui était un immense scandale parce que Macron avait promis en gros un chèque culture à la jeunesse, d'accord? Et nous avions plaidé pour que le chèque culture soit plutôt fléché et ciblé, que ce ne soit pas de l'argent, mais que ce soit effectivement des entrées gratuites dans les théâtres, à l'opéra, au cinéma, etc. Parce qu'évidemment, à partir d'un chèque culture, on peut bien imaginer que si c'est pas ciblé, tu vas acheter des jeux vidéo, par exemple. Je caricature, mais en fait, c'est ça qui se passe. Et donc, il faudrait multiplier les opérations de ce genre pour, c'est vrai, pour ouvrir les lieux et pour, en tout cas, montrer que ces lieux ne sont pas des lieux qui sont réservés à une élite, mais peuvent parfaitement convenir à des gens qui pensent être étrangers à ce qui s'y passe. Merci beaucoup, Samuel. De rien.